Moi, l'appareil que j'aime le plus dans ma maison, c'est ma cafetière. Je l'ai modifiée en y mettant des jambes et puis des roulettes pour qu'elle puisse se déplacer partout dans la maison. Fait que, j'ai posé des rails un petit peu partout dans la maison. C'est un petit peu encombrant, mais une petite entrave ici et là pour me permettre d'avoir un accès facile à mon café. Je trouve que c'est pas beaucoup demandé à ma famille. Ah, mais je trouve ça tellement pratique d'avoir un robot qui m'apporte mon café quand je suis dans ma salle de bain en train de prendre ma douche. Puis là, ma cafetière, je l'ai connectée au lavabo de la cuisine. Comme ça, elle manque jamais d'eau. Bon, on peut plus faire la vaisselle, mais ça, c'est pas grave, parce qu'on fait la vaisselle dans le bain. Et puis là, on peut plus prendre notre bain, mais c'est pas si grave, parce que si on prend une douche, la vaisselle se lave toute seule. Ouais, c'est des petits sacrifices, mais ça en vaut vraiment la peine. La SST expliquée avec François-Étienne Paré. Sabrina Josselin, chercheuse à l'IRSST, nous explique comment on partage l'espace en milieu de travail avec un robot. La robotique collaborative, c'est le domaine de la robotique qui porte sur le partage d'espace entre l'humain et le robot. Et à l'IRSST, dans le cadre de nos recherches, on travaille sur la robotique collaborative industrielle, c'est-à-dire le partage d'espace de travail entre l'opérateur ou l'opératrice et un robot industriel. Et le robot industriel, c'est un manipulateur multitâche et reprogrammable. Il comprend au moins 3 axes programmables et il peut être installé soit sur une surface fixe ou sur une surface mobile. Et cette surface mobile peut par exemple être un robot mobile autonome. Et le robot qu'on peut installer sur ces surfaces-là, ça peut être soit un robot industriel conventionnel, mais auquel on ajoute un module de sécurité justement pour permettre le partage d'espace avec l'humain, parce qu'il est en général trop puissant. Ou bien on utilise un robot originellement conçu pour de la collaboration avec l'humain, et on appelle ces robots, dans le jargon technique, cobots. Les cobots, étant donné que tout seuls ce sont des quasi-machines, il faudra considérer l'ensemble de l'installation. Donc, l'outil robotique qu'on vient lui attacher, ça peut être une ventouse, une pince par exemple, et tous les équipements avoisinants qui vont interagir avec ce cobot-là pour réaliser une tâche en particulier, parce que, rappelons-le, un cobot, c'est un robot industriel, donc un manipulateur multitâche. Donc, afin de s'assurer que les travailleurs et les travailleuses interviennent autour du robot de manière sécuritaire, il faudra vraiment considérer tous les risques de l'installation, donc ceux du cobot, de l'outil robotique et tous les équipements autour. C'est bizarre, hein, mais finalement, je me rends compte qu'une des choses que j'aime le plus quand je prends un café, c'est de me le faire moi-même. Tout le petit rituel. Non, c'est vrai, j'aime ça. Moudre les grains, tasser le café dans le porte-filtre, mousser le lait avec la buse. Finalement, si ma cafetière pouvait faire des choses que j'aime pas, ce serait mieux. Non, c'est vrai. Je sais pas, moi, repeindre l'escalier en avant, grinder le fer forgé, sortir les vidanges. Tu sais, des choses plates, sales, pénibles. Bon, OK, peut-être que ma cafetière, c'est pas la bonne machine pour faire ces tâches-là. Mais dans les milieux de travail, on veut des robots collaboratifs. Pourquoi, au juste? On utilise des cobots d'une façon générale pour les mêmes raisons pour lesquelles on utilise des robots industriels en général. D'ailleurs, selon un sondage en 2020 de Machine Design, il y avait 38% de 323 répondants qui utilisaient ou comptaient utiliser des robots industriels. Et ils affirmaient qu'ils les utilisaient pour pouvoir exercer des tâches manuelles, répétitives ou dangereuses. Donc, les robots industriels en général, donc les cobots inclus, on veut vraiment les exploiter pour pouvoir éviter ou limiter les tâches ennuyeuses, dangereuses pour les travailleurs et travailleuses, éviter les tâches sales ou pénibles, et aussi, bien sûr, on veut augmenter la productivité. Dans le cas du cobot précisément, comment on va augmenter la productivité? C'est en exploitant la raison d'être de la cobotique, c'est-à-dire prendre le meilleur des deux mondes, donc allier la performance, la robustesse, la répétabilité du robot à la capacité du travailleur, de la travailleuse de prendre des décisions en situation ambiguë.
Et un autre atout, c'est que le cobo, il est beaucoup moins cher que les robots industriels conventionnels. Bien sûr, si on n'ajoute pas trop de dispositifs de sécurité auto, parce qu'eux aussi, ils ont leur coût. Ensuite, il y a le fait que la programmation est bien plus facile qu'un robot industriel conventionnel, parce qu'on le programme avec une console. Donc, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, on a notre manette, on va dire au robot, je veux que tu ailles du point A au point B. Mais il faut noter que ça reste pour des tâches quand même simples, qu'on peut programmer de la sorte, plutôt que d'écrire du code. Les cobots sont surtout utilisés dans des secteurs de l'électronique, de l'automobile, mais aussi dans des secteurs comme ceux de la plasturgie, des produits chimiques, de l'alimentaire, de l'entreposage. Et dans ces milieux-là, ils sont utilisés surtout pour faire de la manutention de pièces. Mais on peut aussi voir qu'on les utilise pour de l'assemblage, du désassemblage, de la soudure, du contrôle qualité, de l'alimentation de machines ou pour du ponçage, du polissage, etc. OK, Z222, passe-moi donc le tournevis à tête plate. Mais non, pas ça, ça c'est un marteau. Le tournevis à tête plate, c'est celui-là, à gauche. Pas ta gauche, ma gauche. Non, lance-le pas. Je me demande, dans un milieu de travail où il y a plusieurs robots qui travaillent avec plusieurs humains, comment ils font pour se comprendre et pas se marcher sur les pieds? Parce que, c'est pesant, un robot. Quand on utilise des cobots, on est exposé à des risques qui peuvent affecter notre intégrité physique. Et le risque auquel on pense en premier, c'est le plus évident, dû justement à ce partage d'espace qui est quasi continu en production, c'est le risque de collision avec le cobot. Et dépendamment de si ce cobot est installé sur une surface fixe ou une surface mobile comme sur un robot mobile autonome, eh bien, les types de collisions peuvent varier. Quand il s'agit du cas du cobot fixe, eh bien, on peut avoir des collisions du genre juste se faire frapper et puis parcourir quelques centimètres, puis c'est bon. Ou être carrément coincé. Oui, on rentre en collision, mais en plus, on est coincé à une surface. Heureusement, il n'y a pas que... Oui, d'accord, il y a les risques, mais il y a une façon de les gérer. Donc, dépendamment du type de collision, il y aura une façon de pouvoir identifier quels sont les seuils d'effort qui sont admissibles, justement, pour pouvoir bien paramétrer, bien configurer ces cobots-là dans le but de protéger le travailleur. Donc, il n'y a pas que les risques. Heureusement, il y a des façons pour les gérer et vivre avec ça. Toujours dans le cas des collisions, quand le cobot est installé maintenant sur une plateforme mobile autonome, eh bien, se rajoute le risque de pouvoir entrer en collision avec cette plateforme-là ou de trébucher parce que la plateforme a eu un changement inopiné de trajectoire. On l'a vécu dans une de nos recherches où, justement, il y a eu un changement inopiné de trajectoire de notre point de vue, donc du point de vue du travailleur ou de la travailleuse, parce que justement, l'environnement de travail n'était pas adapté pour l'utilisation qu'on en faisait. Donc, le sol, il était trop reluisant. Et donc, le robot mobile autonome, qu'est-ce qu'il faisait? Il interprétait toute la lumière qui se projetait sur le sol, il l'interprétait comme un contraste. Donc, qui dit contraste dit détection d'obstacles. Donc, il percevait un faux obstacle et donc changeait sa trajectoire. Pour l'humain, ça créait un effet surprise et donc portait à trébucher. Donc ça, c'était les risques qu'affectent l'intégrité physique. On trouve aussi des risques psychosociaux. Un des facteurs des risques psychosociaux, c'est la charge mentale. Donc, si on n'adapte pas la vitesse de fonctionnement du cobot au rythme de travail de l'humain, eh bien, ça va créer du stress chez le travailleur, peut-être de l'angoisse. Et là, ça fait que la production peut même en souffrir parce que ça vient ralentir le rythme de travail global, donc humain-cobot. Lorsqu'on intègre un cobot, dépendamment de l'utilisation qui va être faite, on doit adapter des fonctions de surveillance, soit de surveillance de vitesse, surveillance d'arrêt, surveillance de la puissance ou de la force du robot, c'est-à-dire c'est vraiment lié à l'énergie admissible pour les collisions et les forces admissibles pour les collisions. On va aussi surveiller la distance de séparation entre le travailleur ou la travailleuse et le cobot lui-même. Cette distance-là physique permet de s'assurer qu'il n'y aura jamais collision entre le travailleur ou la travailleuse et le cobot.
Et il faut savoir que toutes ces fonctions de sécurité-là, on ne va pas nécessairement toutes les trouver sur un même cobo. Et ça va, c'est normal aussi. Cependant, dépendamment du cobo, on peut avoir d'origine des fonctionnalités de sécurité qui vont permettre de réaliser une des 3 méthodes admises par la norme internationale ISO 10218, c'est-à-dire soit le guidage manuel, une méthode où on donne vraiment la main au travailleur. Donc, le travailleur, la travailleuse vient communiquer au cobo son intention de mouvement. Il y a une deuxième méthode de l'ISO qui est le contrôle de la vitesse et de la distance de séparation. Donc, si on viole la distance de séparation qui sera établie, il y aura un arrêt qui sera ordonné pour protéger le travailleur ou la travailleuse. Et enfin, la troisième méthode de sécurité, c'est la limitation de la puissance et de l'effort. Donc, contrairement aux 2 méthodes précédentes, dans celle-ci, on admet les collisions, mais sous certaines conditions. Donc, ces conditions-là, ce sont des seuils de vitesse ou de force qui vont être établis afin de s'assurer que les collisions ne soient pas néfastes pour le travailleur. Donc, il y a toute une procédure prévue à cet effet dans le cadre d'une analyse et d'une évaluation des risques conforme à l'ISO 10218. Toujours dans l'adaptation des fonctions de sécurité, quand on veut mettre en œuvre la distance de séparation entre le travailleur, la travailleuse et le cobo, il faut pouvoir détecter cette personne-là. Et il y a des cobos qui n'ont pas d'origine les moyens pour pouvoir faire cette détection-là. Et donc, il peut arriver qu'on ait besoin d'ajouter un dispositif de détection de présence. Donc, on pense par exemple aux dispositifs électrosensibles comme des scrutateurs laser ou scanners laser, donc qui détectent une présence dans l'espace de travail et qui en informent le contrôleur du robot, qui pourra ensuite estimer la distance de séparation. En terminant, c'est quoi les changements à venir en robotique qui auront des retombées sur la SST? Un changement récent, c'est la publication de la version 2025 de la norme ISO 10218, qui est autant sur la conception que l'intégration des robots industriels. Donc, cela inclut les cobots. Et il y a eu pas mal de changements qui ont été apportés par cette version, mais les plus importants liés à la cobotique, c'est le fait que le terme robot collaboratif n'est plus admis d'un point de vue normatif, mais on parle plutôt d'application collaborative pour vraiment pousser à considérer l'ensemble dans lequel le cobot est utilisé. À surveiller, un guide de l'ISO en préparation actuellement afin de guider l'utilisation de la norme ISO 10218. Donc, ce guide-là va faciliter la mise en œuvre des applications industrielles en robotique, notamment les applications collaboratives elles-mêmes. Merci à Sabrina Josselin. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST expliquée sur votre plateforme préférée.